Précautionneuse, je n'ai pour le moment jamais rien cassé, oui. Jamais rien abîmé. Mais en fait, les commissaires... Nous avons cherché cet homme partout. Ces mots, prononcés avec une voix tremblante par Julia Vignali, dans les coulisses de « Affaire conclue », ne sont pas une simple phrase perdue dans le tumulte d'un tournage en retard, c'est le point de bascule, le moment où tout a failli basculer. Ou une erreur, un simple oubli, une anomalie dans la mécanique bien huilée de l'émission a failli emporter avec elle bien plus qu'un rendez-vous manqué. Ce jour-là, le regard de Julia n'avait plus la légèreté espiègle que les téléspectateurs lui connaissent. Il y avait dans ses yeux une ombre, une tension, une peur sourde que même les projecteurs les plus puissants du studio ne parvenaient pas à dissiper. Et ce n'était pas qu'une histoire d'agenda chamboulé ou de vendeurs absents. C'était autre chose, de plus profond, de plus viscéral, une inquiétude collective qui prenait racine dans quelque chose d'invisible à l'écran, un engrenage secret enclenché sans que personne ne s'en rende compte, un détail presque anodin qui, avec le recul, ressemblait à une anomalie qu'ils avaient laissé passer, qu'ils n'auraient jamais dû ignorer. Tout avait commencé de manière banale, avec ce dossier parmi tant d'autres, cette candidature envoyée comme des centaines d'autres par semaine, avec des objets décrits, des photos jointes, une lettre manuscrite maladroite mais touchante, signée d'un certain Marc Delmas, retraité, amateur d'art populaire, vivant selon ses dires, dans un coin tranquille entre la Bourgogne et l'oubli. Le profil avait intrigué, pas seulement pour les objets proposés, mais pour cette tournure de phrases étranges, presque littéraire, inhabituelle, qui avait frappé l'assistante de production en charge de la sélection. Elle avait souligné, à la main dans la marge, « très étrange, mais poétique », à creuser. Et c'est ce qu'ils avaient fait. Julia elle-même, entre deux séquences, avait pris le temps de lire ce courrier, chose rare, tant elle était happée par le rythme infernal des tournages, des interviews, des obligations. Et elle avait eu ce geste impulsif, presque intime, de murmurer à voix basse « Je veux rencontrer cet homme ». À ce moment-là, personne ne se doutait que ces mots allaient enclencher une traque silencieuse, une spirale d'obsession, de malaise et de soupçon, qui allait entacher la légèreté même de l'émission. Julia Vignali, que le public associe à un sourire rayonnant, à une énergie chaleureuse et à un tact naturel pour mettre à l'aise les anonymes qui défilent sur le plateau, n'avait encore jamais été confrontée à un tel sentiment d'impuissance. Car à mesure que les jours passaient, les réponses s'évaporaient. L'homme ne répondait plus. Le numéro laissé dans la fiche était invalide. L'adresse, pourtant exacte, menait à une maison vide, abandonnée. Le facteur du village disait n'avoir jamais entendu ce nom. Et le plus troublant, c'est que même l'acte de naissance fourni semblait faux ou trafiqué. Les membres de la production ont commencé par en rire nerveusement, parlant de « petits mystères à la française », mais très vite, cette disparition a pris des airs de fantôme. Julia, elle, ne riait plus. Elle avait vu quelque chose dans cette lettre, un éclat de vérité, un appel discret, mais poignant, une urgence muette, et elle se sentait responsable, d'une manière irrationnelle mais profonde, de ne pas laisser cette voix s'éteindre. Les techniciens, les régisseurs, les documentalistes ont tous été mis à contribution. On a fouillé les bases de données, consulté les mairies alentours, interrogé les brocanteurs du coin, même les commissaires-priseurs qui avaient l'habitude de voir défiler les mêmes visages dans les foires de province. Mais rien, aucun Marc Delmas, aucune trace numérique, aucun signalement, aucune présence dans les réseaux sociaux, aucun passé administratif. Il n'existait pas. Ou alors, il avait tout fait pour disparaître. Et ce qui n'était au départ qu'un raté dans une programmation est devenu peu à peu une obsession collective. L'équipe, habituellement si joviale, s'est durcie, tendue, comme si chacun redoutait qu'un secret bien plus vaste ne se cache derrière cette silhouette absente. Et puis il y a eu ce colis. Un matin, sans expéditeur, sans nom, sans adresse claire, juste un carton jauni, usé, déposé à l'entrée des studios avec une simple étiquette manuscrite. Pour Julia. À l'intérieur, un objet ancien, un bibelot grotesque et magnifique à la fois, accompagné d'un mot griffonné sur une feuille de cahier d'écolier. Vous m'avez presque trouvé. La panique a été immédiate. La sécurité a été alertée. Le tournage du jour a été suspendu. Julia, blanche, figée, tenait le papier comme un morceau de passé qu'on n'a pas le droit de détruire. L'objet, une figurine en bois grossièrement taillée représentant une femme les yeux bandés, a été montré à l'expert du jour,
un antiquaire spécialisé en objets rituels. Et là, tout a basculé. Car cet objet, selon lui, ne valait rien, mais il portait une signature gravée à l'intérieur, à peine visible, MD 1967. Ce détail, infime, insignifiant pour un œil non averti, a fait ressurgir un nom que Julia croyait enfoui dans sa mémoire, un nom qu'elle avait entendu des années plus tôt, lors d'un reportage oublié, dans un contexte bien plus sombre, bien plus personnel. À ce stade, tout ce qu'on savait, c'était qu'il ne s'agissait plus d'un simple vendeur oublié. Ce Marc Delmas-là, s'il existait encore, ne cherchait pas à vendre ni à être filmé. Il voulait être trouvé. Il voulait être reconnu. Et il savait que seule Julia pouvait comprendre ce qu'il envoyait, comme un message codé à travers le temps et la mémoire. Car il y avait quelque chose dans cette histoire qui la concernait directement, même si elle refusait encore de le nommer. Elle se souvenait vaguement d'un homme, d'un regard, d'une silhouette dans une archive de jeunesse, dans un village du sud-ouest, quand elle n'était encore qu'étudiante en stage dans une radio locale. Il avait ce même prénom. Il racontait des histoires étranges autour d'objets. Il avait parlé d'un secret qu'il ne confierait qu'à quelqu'un qui aurait la lumière dans les mains. Et elle, à l'époque, l'avait juste trouvé fou. Aujourd'hui, elle n'était plus sûre de rien, ni de son identité, ni de ses souvenirs, ni de ce que cet homme voulait vraiment lui dire. Et pendant que la production tentait de contenir la situation, pendant que les rumeurs enflaient, pendant que les journalistes flairaient un scandale ou une manipulation, Julia, elle, restait seule face à cette ombre du passé qui ressurgissait sans prévenir. L'émission continuait, les objets défilaient, les enchères s'enchaînaient, mais derrière les sourires et les lumières, une tension glaciale ne cessait de s'épaissir. Quelque chose clochait. Quelque chose rôdait autour de cette affaire inachevée, comme une énigme dont on aurait perdu la clé en croyant ne jamais en avoir besoin, et personne ne savait encore jusqu'où cela allait les mener. Ce jour-là, la chaleur semblait faire fondre jusqu'aux secondes sur les horloges du studio. Le temps, pourtant si précieux dans l'univers ultra cadencé de Affaires conclues, s'était mis à fléchir, à s'étirer, comme dans un rêve d'été, un peu trop lent. Au cœur de ce ralentissement, inattendu, un homme, jeune, élégant, au regard vif et à la voix douce, George Van Kauenberg. Il est de ceux qu'on remarque dès qu'ils entrent dans une pièce, non pas parce qu'ils en imposent, mais parce qu'ils portent avec eux une forme de calme lumineux, presque aristocratique, hérité sans doute de cette lignée d'antiquaires bruxellois dont il est l'héritier. Mais ce jour-là, son instinct l'a trahi. Ou peut-être était-ce la simple soif d'un instant, l'envie furtive de s'échapper de l'effervescence du plateau, de retrouver l'ombre d'un bistrot au coin d'une rue parisienne pour respirer, juste un instant. Il n'a pas regardé sa montre. Il n'a pas compté les minutes. Il s'est laissé aller à la conversation, au cliquetis des verres, au silence doré du café en plein midi. Et dans cette parenthèse inattendue, il n'était pas seul. Face à lui, un homme affable, posé, que Georges avait pris pour un simple inconnu, un passant au verbe facile, un compagnon de hasard pour tuer le temps. Mais dans cette production où chaque seconde est orchestrée, ce n'était pas un détail anodin. Cet homme, c'était le vendeur que toute l'équipe cherchait frénétiquement depuis de longues minutes. Celui sans qui l'enchaînement minuté des séquences risquait de s'effondrer. Celui dont l'absence avait déclenché la panique dans les coulisses, les appels nerveux à la régie, les allées et venues fébriles de l'assistante de plateau, le froncement de sourcils de la réalisatrice, et cette tension sourde qui plane lorsqu'un grain de sable menace la machine bien huilée de la télévision. Alors quand la production a fini par localiser le vendeur disparu, non pas perdu, mais tranquillement assis en terrasse avec Georges, un verre à la main, le choc a été immédiat. Ce n'était pas une erreur monumentale, ce n'était pas une catastrophe technique, et pourtant, dans l'univers rigoureux d'Affaires conclues, c'était presque une trahison involontaire. Georges lui-même a reconnu, non sans un brin d'amusement mêlé de gêne, qu'il ne l'avait pas vu venir. « Vous êtes un vendeur ?» s'est-il exclamé, médusé, en découvrant que son compagnon d'apéro était en réalité attendu depuis près d'une demi-heure devant les caméras. Les regards échangés à son retour sur le plateau n'avaient rien d'hostile, mais ils disaient tout. La rigueur, la ponctualité, le respect du rythme sont des lois sacrées dans cet univers feutré. Et même l'élégant Georges, avec sa bonhomie belge et son œil d'expert, n'était pas au-dessus du rappel à l'ordre. Il en rit aujourd'hui, mais à l'époque, il a compris la leçon.
Dans une émission où 12 numéros sont tournés en à peine 2 jours, où chaque geste, chaque déplacement, chaque prise est calibré à la seconde près, un simple verre partagé peut devenir une bourde retentissante. Ce jour-là, ce n'est pas un objet ancien ou une enchère qui a marqué les esprits, mais un instant, suspendu, humain, inattendu, qui rappelle que derrière le vernis des plateaux, il y a des histoires bien réelles, faites d'oubli, de sourires, et parfois de petits accidents de parcours qui, au fond, rendent cette aventure encore plus vivante. Ce que personne n'a jamais su, c'est que, au moment même où George Van Cowenberg se faisait doucement gronder par la production pour ce verre de trop partagé en terrasse, il portait en lui une douleur sourde, invisible à l'œil nu, un fardeau qu'aucun costume bien taillé ne pouvait dissimuler. Ce n'est pas tant le retard qui l'avait bouleversé ce jour-là, mais ce qu'il fuyait, ou plutôt ce qu'il tentait d'oublier quelques instants dans ce café anodin. Car ce jour-là marquait l'anniversaire de la mort de celle qu'il n'a jamais pu appeler l'amour de sa vie sans que sa gorge ne se noue. Elle s'appelait Livia, elle n'était ni marchande d'art, ni passionnée d'antiquité. Mais elle avait ce regard limpide, cet instinct presque animal pour ressentir la valeur des choses. Pas la valeur monétaire, non, mais ce que les objets contiennent, de mémoire, de douleurs passées, de rêves brisés. Elle était entrée dans sa vie à une époque où Georges tentait encore de se défaire de l'ombre de son grand-père, le fondateur de la galerie Artimo, ce monument familial dont il avait hérité trop tôt, avec trop de pression et trop peu de choix. Livia, elle, l'avait aimé sans condition, sans nom célèbre, sans catalogue prestigieux, elle l'avait aimé dans sa vulnérabilité, quand il doutait de son propre goût, quand il se réveillait au milieu de la nuit, convaincu que tout cela ne tenait qu'à un fil. Et puis elle était partie. Brutalement. Un accident sur une route de campagne, un dérapage dans le brouillard, un virage manqué, comme une métaphore cruelle de ce qu'ils avaient vécu. Trop vite, trop fort, sans avoir vu venir le mur. Depuis, Georges n'était plus tout à fait le même. Il avait appris à composer, à sourire aux caméras, à jauger un tableau flamand ou une commode Louis XV avec le détachement professionnel requis. Mais à l'intérieur, chaque objet portait le fantôme d'un souvenir avec elle. Et ce café, ce midi-là, c'était juste un besoin vital de silence, de distance, de respiration. Le vendeur, assis par hasard à côté de lui, avait parlé de sa femme disparue, de la façon dont elle triait ses robes d'été par couleur, de la place qu'elle laissait toujours vide à table, même après 10 ans. Georges avait écouté. Et dans cette conversation suspendue, il avait retrouvé quelque chose de Livia, un fragment de sa voix, de sa tendresse. Alors oui, il avait oublié le temps. Mais au fond, c'était peut-être la seule fois où il avait été pleinement humain devant une caméra qui ne tournait pas. Et ce n'était pas la seule fissure dans le vernis de sa vie. Ceux qui le côtoyaient de loin voyaient un jeune homme brillant, charismatique, fils d'une dynastie respectable, figure montante de l'émission, mais rares sont ceux qui savent que Georges a pendant près d'1 an envisagé de tout quitter. Il avait même pris un billet pour Kyoto, sans retour, fasciné par le minimalisme radical des temples zen, par le silence des jardins où rien n'est à vendre. Il ne l'a jamais utilisé. À l'aéroport, au moment d'embarquer, il a croisé un vieil homme en train de réparer une horloge ancienne dans un coin de salle d'attente, et ce geste minutieux, ce temps suspendu dans l'acte de redonner vie à un objet brisé, l'a ramené en arrière. Il s'est dit que lui aussi pouvait recoller les morceaux, à sa manière, qu'il pouvait transformer sa douleur en regard, son deuil en compétence. Mais ce combat intérieur ne s'est jamais vraiment apaisé. On l'a vu, plus d'une fois, rester longuement seul après les tournages, face à un objet qui n'avait pas trouvé preneur, le manipuler sans parler, comme s'il dialoguait avec une mémoire que personne d'autre ne percevait. Un cadre en bois noirci, un pendentif d'un autre siècle, une boîte à musique fêlée. Il posait la main dessus, fermait les yeux. Ce n'était pas du théâtre, c'était du chagrin pur, transformé en rituel. Giulia Vignali, elle-même, pourtant habituée à tous les profils, l'avait remarqué. Un jour, en le voyant effleurer une bague de fiançailles oxydée, elle lui avait demandé doucement, presque à voix basse, « Tu l'as aimé jusqu'à te perdre, n'est-ce pas ?» Il n'avait rien répondu. Juste un sourire presque imperceptible, ce genre de sourire qu'on ne fait que quand on revient d'un endroit dont on ne parle plus. Ce qu'on ignore aussi, c'est que Georges n'a jamais voulu être filmé. Son contrat avec l'émission, il l'avait d'abord refusé.
Ce sont ses amis galeristes, soucieux de faire rayonner leur réseau, qui l'avaient poussé à tenter l'aventure. Il s'y est plié par loyauté, par curiosité aussi, mais il n'a jamais aimé la caméra. Il la tolère, il la dompte, mais il ne l'embrasse pas. Ce qui le passionne, ce sont les histoires que les objets racontent, pas le reflet de son propre visage dans un écran. Pourtant, à l'écran, il a su captiver. Peut-être justement parce qu'il est différent, parce que son regard est parfois ailleurs, légèrement flou, comme s'il regardait une scène qui n'existe plus. Il y a, dans ces silences, plus de vérité que dans bien des discours. Et l'amour, depuis Livia, il y a eu des femmes, bien sûr. Mais jamais une histoire à la Hauptüderer de ce qu'il avait vécu, jusqu'à récemment. Une rencontre imprévue sur une brocante à Arles, une jeune restauratrice d'art italienne, Chiara, passionnée, libre, mystérieuse. Elle ne savait pas qui il était, elle ne regardait pas la télévision. Elle a commencé par l'ignorer, puis l'observer, puis lui parler avec une ironie tendre qui l'a désarmé. Ils ont marché ensemble pendant des heures, sans se rendre compte du temps, exactement comme dans ce café. Sauf que cette fois-ci, il ne l'a pas laissé partir. Mais même dans cette relation naissante, il y a quelque chose de fragile, de retenu. Il ne s'ouvre pas facilement. Il garde en lui une part de silence que Chiara respecte, mais qu'elle redoute aussi. Un homme qui a aimé à ce point une première fois ne revient jamais complètement. Aujourd'hui, Georges continue d'arpenter les plateaux, de poser son regard sur les objets comme sur des âmes endormies. Mais ceux qui savent lire entre les lignes voient bien que sous le sourire calme, il y a des nuits d'insomnie, des questions sans réponse, des visages qui manquent et des jours d'été qu'on ne récupère jamais. Il est de ces hommes qui avancent avec élégance, mais dont l'ombre raconte une histoire bien plus déchirante que ce que la lumière laisse entrevoir. Alors si derrière les projecteurs vous cherchez l'ombre, le vrai, l'indicible, restez avec nous. Car ce que Georges cache, d'autres le vivent, le taisent, le traversent en silence. Chaque épisode vous ouvre une porte sur l'invisible. Abonnez-vous pour ne plus simplement regarder mais ressentir. Ce qui vient vous surprendra plus que vous ne pouvez l'imaginer.